Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Léo dans le podcast. Salut Léo, comment ça va? Salut, ça va et toi Romain? Ça va, Merci de l'invitation. ça va très bien. Déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis, merci à mon petit Sacha pour la mise en relation. C'est top. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses et puis de sujets qui changent de d'habitude. Donc, je suis trop content. Et on va commencer tout de suite. Léo, j'aimerais qu'en 1 minute maximum, tu te présentes. Voilà, qui es-tu? Quel âge as-tu? Et que fais-tu? 1 minute, c'est short. Alors, Léo, 26 ans, je suis coach sportif et préparateur physique. Et ce qui me définirait aujourd'hui, je pense que c'est que je suis un aventurier de la vie. Ok. C'est-à-dire que j'aime le voyage, j'aime les aventures, qu'elles soient sportives, euh, les expériences de vie. J'aime passer du temps en nature, le bivouac, j'aime le sport et j'aime transmettre ça dans ma manière de coacher et plus généralement de voir la vie. OK. Bah, écoute, trop bien, on va avoir pas mal de choses à se dire. Mais avant, j'ai encore quelques petites questions, voilà, communes à chaque invité, comme on a vu juste avant. 1 question, j'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie et si oui, pourquoi? OK, ouais, ouais, bah, énormément, notamment dans mon parcours professionnel, plutôt des coachs. Je pense au parcours de Upside Strengths, qui est un coach, spécialisé en physiologie humaine, sur la respiration et sur tout ce qui est plutôt test, énergétique. Donc OK, c'est-à-dire comment pousser les athlètes d'endurance vers leur sommet. Donc c'est plutôt sur l'aspect endurance que sur l'aspect musculaire, peu OK. importe. Pourquoi? Bah, parce que c'était un gars qui était plombier de base, à Vancouver, au Canada et qui était passionné par l'entraînement et du jour au lendemain, il s'est dit: «Bon, bah, écoute, pourquoi j'essaierais pas de vivre de ma passion, bordel?» Et voilà, il est passé d'un taf de plombier à son taf aujourd'hui de maître de conférence, hein, puisqu'il est même plus coach ni préparateur physique, il donne des formations pour les autres coachs. Donc je trouve que c'est un parcours très, très inspirant parce que de sa passion, enfin en quittant toute sa vie pour essayer de vivre de sa passion et en s'investissant à 100 dans son truc, bah, il a réussi à en faire, son sa vie aujourd'hui et je trouve ça très, très inspirant. OK. Donc ça, c'est plutôt pour ma carrière professionnelle, ouais, c'est ce genre de personnes qui vont m'inspirer, hein. Les gens qui partent un peu de 0 et qui atteignent des sommets, par simple passion. Je trouve que c'est très, 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 très inspirant, ouais. Après évidemment, mon parcours sportif, oui, et beaucoup de personnes, inspirantes également. Je pense à Tom Tom, sur les réseaux sociaux, pareil, c'est un jeune papa qui en fait tellement. Là, OK. il a le record du monde, je crois, de l'Irox. Peut-être le second record. Je sais plus s'il est premier ou deuxième, mais bref, c'est quelqu'un qui est jeune papa, qui est entrepreneur, qui fait des études à côté. Il est en doctorat et à côté de ça, le mec s'entraîne 20 à 25 heures par semaine. Je te dis, il a le deuxième record du monde en solo pro sur l'Irox. C'est Ah, il était pas avec, un mec qui s'appelle Alan Kao sur les réseaux? Enfin, ils si ont fait un Aerox aussi en commun, ouais, C'est ça, ouais, je vois il a qui fait c'est. aussi des aerox en duo. Il a battu le record de David Goggins de traction en En 24 24 heures, heures. ouais, Alors, c'est ça, ouais. je saurais plus te dire combien, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très inspirant par la quantité de travail qu'il fournit. Et à côté de ça, il trouve le temps pour s'entraîner, quoi. Et ça aussi, c'est savoir s'organiser de cette manière pour se dégager du temps, sur le plan perso. C'est une qualité, je pense, qui est nécessaire du coup à la vie d'entrepreneur et que je retrouve, poussée à son paroxysme chez ces gens-là, quoi et c'est ça qui m'inspire. OK, bah, écoute, trop bien. C'est vrai que hyper inspirant et à côté de ça, je voulais savoir aussi si tu avais des valeurs auxquelles tu tenais. Ça peut être des valeurs qu'on t'a transmis, voilà, pendant ton éducation ou alors des valeurs que tu as appris, tout au long de ton parcours? Bah, les valeurs, le respect, hein, comme tout le monde j'imagine, mais je suis très attaché, disons aux relations auxquelles j'accorde du temps. OK. C'est-à-dire que mes relations amicales, les gens que je côtoie et cetera, ben, c'est du temps que je leur donne. Donc j'estime que ce temps-là, cette présence, hein, ce moment présent, il doit m'être rendu.
Et parfois, À pendant double ma jeunesse, tranchant. voilà. Pendant ma jeunesse, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup frustré parce que, bon, j'ai un passé où je faisais beaucoup la fête avec les copains, etc. quand j'étais un peu plus jeune. Et ben, en fait, ça m'est venu de là où j'invitais tout le temps du monde chez moi. J'avais un petit studio à côté de chez moi où je pouvais faire mes soirées et j'invitais tout le temps du monde. Et j'étais jamais invité en retour. Et ça me frustrait à un point exceptionnel parce que, en fait, moi, quand je t'invite, c'est que je t'estime, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'est resté aujourd'hui. Donc, c'est vrai que voilà, je donne du temps à quelqu'un, j'aime qu'il me soit rendu, disons, d'une manière ou d'une autre. Enfin, que ce soit dans les deux sens. Ok, moi je vois Ça, tout c'est à fait. vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ok, eh ben écoute, trop bien. Et derrière, pour comprendre un petit peu mieux ton parcours, parce que là aujourd'hui tu disais tu es coach dans le milieu du sport. Qu'est-ce que tu as fait bah, déjà comme études? Et puis derrière, voilà, en dehors, on partira un petit peu sur la partie voyage, mais en dehors de cette partie voyage, qu'est-ce que tu as eu comme expérience aussi après l'école? Ok. Alors, j'ai un master STAPS, donc entraînement sportif, avec une spécialisation ingénierie de la performance sportive, donc que j'ai effectué à Besançon. Euh, alors mon parcours, je vais en STAPS un petit peu par dépit. Ok, J'aime le sport depuis toujours. J'ai été boxeur, notamment au niveau national quand j'étais gamin, quand j'avais 16 ans. Je fais un championnat de France en savate. Donc le sport m'anime toujours. Je suis très bon à l'école. J'ai toujours été très bon, même en étant gamin, mais je ne sais pas quoi faire en fait. ok, Trop d'options, je n'arrive pas à faire un choix. Donc je me dis bon, je vais aller vers ce qui me passionne, hein, le sport. Mes premières années en STAPS, ma licence est plutôt compliquée. Je passe à chaque fois tout juste au-dessus de la moyenne. Je fais beaucoup la fête. Mes cours m'intéressent, mais je sais pas. Ça me transcende pas, on va dire. ok, Arrivé en master, du coup, je pars faire un Erasmus. Donc, dans le cadre de mon master, je pars à Prague pendant 6 mois en République tchèque, où là, je quitte un peu tout. Je quitte ma copine de l'époque, ma famille. C'est la première fois que je m'émancipe, entre guillemets. Et ce voyage a été révélateur pour moi, puisque à la suite de ça, ben, je retrouve vraiment le goût de ce que je fais, l'entraînement sportif, etc. Parce que dans ce cadre de cet Erasmus, voilà, je suis en contact avec d'autres coachs sportifs, enfin d'autres étudiants qui aspirent à être coach sportif, énormément de gens passionnés. Bon, je fais beaucoup la fête au début, mais ça m'a permis de encore plus que ce que je ne la faisais avant. Mais c'est ça qui m'a permis en fait finalement de me recentrer, parce que je me dis attends, mec, si tu veux construire ton avenir, c'est maintenant que ça se joue. Et le fait de, voilà, de m'être retrouvé un petit peu seul, loin de tout, loin de ma famille, de me perdre, m'a permis, entre guillemets, de mieux me retrouver. Alors ça fait un peu bateau comme phrase, mais c'est vraiment été le déclic pour moi, c'est ce premier voyage. Tant pour ma carrière professionnelle, où c'est là que j'ai commencé à me former un peu plus en parallèle de l'école, écrire sur qu'est-ce que je veux devenir, tu vois, visualiser un peu, manifester la personne que je veux devenir. Ça a été vraiment à ce moment-là que tout a commencé, je pense. Donc en revenant de ces 6 mois d'Erasmus, du coup, je suis entre guillemets un homme nouveau. En tout cas, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Je suis beaucoup plus focus sur la personne que je veux être. Et là où avant, en licence, j'ai toujours obtenu mes années avec à peine la moyenne, et ok. ben je j'obtiens mon master 2 avec 14,5 de moyenne. Donc bon, je suis pas le premier de ma classe ou quoi, mais c'est quand même Ça un beau progresse, ouais. step. Et on voit qu'au final, mes notes ont fait que progresser au fur et à mesure de ma formation. Et ça prouve que bah, finalement, voilà, j'étais peut-être passionné, mais il me manquait une petite étincelle ou un électrochoc qui fait que je pouvais m'investir plus. Et donc voilà, donc je termine mon master. Donc très bien, très content de ce master. Et puis ce premier voyage à Prague m'avait évidemment donné le goût du voyage. Donc je fais quelques mois en tant que préparateur physique dans un club de boxe en premier temps. Ok, Euh, donc très inspirant aussi, j'apprends beaucoup de choses. Je coach notamment 2 boxeurs professionnels. Donc super intéressant, avec qui je suis encore en contact en fait, parce que c'est 2 boxeurs pro de mon club, là où je vais encore m'entraîner à l'heure actuelle. ok, Donc voilà, mais il me manque quelque chose. Et donc après quelques mois, je décide de repartir à l'étranger.
bah, pour vivre d'autres expériences, tout simplement. OK, Parce que j'ai besoin de. Je sens qu'en fait, c'est quand je suis parti à Prague et que je me suis mis dans cette bulle tout seul, ça m'a fait énormément évoluer. Et au-delà de voyager, découvrir des cultures, etc., ben en fait, je sens que j'ai besoin de me retrouver seul, de m'émanciper pour, entre guillemets, m'élever. Et donc, je décide de partir du coup 1 an en Norvège avec une fille que je venais de rencontrer 2 mois auparavant, qui est à l'heure actuelle du coup ma copine, avec trop qui bien. donc ça fait 3 ans qu'on est ensemble, mais c'est vrai que ça a été un peu, on tente le tout pour le coup. On venait de se rencontrer. Je lui ai dit, écoute, moi je pars pendant 1 an en Norvège. Tu me suis si tu veux ou tu me suis pas. Elle m'a suivi et ça s'est super bien passé, quoi, puisqu'on est dans le même mood. On fait beaucoup de sport tous les deux. On a tous les deux cette, disons, mentalité de vouloir grandir, de vouloir progresser, de vouloir devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça aussi, ça fait un peu bateau, mais c'est vrai que c'est quand même ce qui m'anime. Et puis, voilà, après 1 an en Norvège, on revient 3 mois et puis c'est reparti quoi. 1 an au Japon direct, hein, parce que il faut pas se laisser abattre. Donc le voyage nous plaît tellement qu'on voilà, on renquille sur 1 an. Le Japon, un pays, qui fait rêver tout le monde. La culture et les traditions sont tellement différentes des nôtres. Et puis, voilà, je suis rentré du coup, au mois de janvier, non, au mois de décembre Ouais. de l'année précédente. Donc là, je passe quelques mois en France où j'essaie de développer un peu plus mes coachings parce que du coup, je coach en online, en OK. distanciel et ben, disons que depuis que j'ai lancé mon entreprise, j'ai jamais été à proprement parler sur place, chez moi, là où j'ai la majorité de ma clientèle qui finalement est de Vichy en fait, parce que ma clientèle d'aujourd'hui, ça a été plutôt du bouche à oreille, du fait que j'ai été préparateur physique dans un club où il y a un boxeur pro, ça a aussi participé à développer ma sphère professionnelle. Et puis voilà, beaucoup de mes clients sont issus d'une sphère du bouche à oreille, hein, tout simplement, de gens que je connais, du cousin, du frère, et voilà. Mais aujourd'hui, je suis pas millionnaire, mais c'est une activité qui me convient très bien pour le mode de vie que j'ai quand je voyage, etc. Et puis, en parallèle, là, je suis en train de rénover une maison que je compte. Enfin, j'ai acheté une maison avec mon père Trop bien. que je compte mettre en location pour faire un petit complément de revenus parce que j'aspire évidemment à repartir en fin d'année après avoir vécu quelques expériences sportives qui me tenaient à cœur. Mais je pense qu'on en parlera peut-être Eh un peu plus tard ben, de ce tu projet sportif. as dit plein de choses intéressantes. Voyage, on va pas en parler tout de suite, mais déjà, moi j'ai une question. Pourquoi être devenu coach? Parce que STAPS, si je me trompe pas, par exemple, tu peux être prof de sport avec, enfin, en passant par la filière STAPS. Donc du coup, pourquoi tu t'es pas dit, bah, je vais être, on va dire prof de sport, je sais pas, dans un collège, dans un lycée? Pourquoi tu as décidé de partir sur le coaching? Bah, parce que j'étais faible à l'époque. Ma première aspiration quand je pars en STAPS, c'était de devenir prof de sport. OK. Mais Et comme non. je t'expliquais, la première année était catastrophique. Honnêtement, je passe à 10,01 en Tout seconde pile. année et c'est la seconde année où on doit faire des choix pour s'orienter, tu OK. sais? Et donc, en voyant que je suis à la limite de l'échec scolaire, je me dis: «Je vais partir sur l'option qui semble la plus facile, qui semble, où il y a le plus de réussite en termes scolaires, hein, pas en termes de débouchés». Donc je m'oriente vers l'entraînement sportif, pas la bonne mentalité à l'époque, hein. Au lieu d'avoir la hargne et d'en vouloir et de vouloir me dépasser, d'aller chercher quelque chose de difficile et cetera, non, je choisis entre guillemets «la facilité», sans réfléchir, sans même me dire que peut-être que c'est pas une filière où il y a beaucoup de débouchés, où ça m'assurera un avenir pérenne et cetera. Mais bon, peu importe, c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui et j'en suis très content. En tous les cas, ouais, c'est vrai que je m'orientais de base en premier lieu sur le métier de de, de prof de PS. Mais encore une fois, c'est en réelle conviction, hein, OK. comme je te dis, je m'oriente en STAPS sans me dire, alors ça c'est ma vocation, je veux vraiment devenir, Ouais, tu fais du sport à ce moment-là et tu te dis: «Bon, bah, allez, c'est pourquoi ça, pas, on va tenter». OK. Mais bah, c'est ça. écoute, tu vois, des fois, les choses sont bien faites et donc là, aujourd'hui, donc ta mission, on va dire, donc tu es coach, sportif, c'est ça? Du coup, quel sport en particulier? Est-ce qu'il y a vraiment un sport ciblé ou est-ce que tu fais plusieurs sports, Non, alors, donc j'aide, la population, disons plutôt générale à perdre du poids, prendre du muscle, atteindre leurs objectifs sportifs, guérir d'une blessure, peu importe. Par contre,
disons, me différencie du reste des autres coachs sportifs, bah, c'est mon approche plutôt minimaliste, en fait, que j'ai développée durant mes voyages, c'est-à-dire savoir s'entraîner avec un matériel minimaliste, une paire d'anneaux, voire rien du tout, une table, une chaise, et tout en prenant du muscle, tout en augmentant ses performances, etc. Y passer le moins de temps possible, donc faire des entraînements assez denses en termes de volume, mais qui ne prennent pas beaucoup de temps, bah, OK. pour sauvegarder du temps à côté dans ces journées, hein. Le temps, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, j'imagine. Donc voilà, c'est cette approche minimaliste que je pense qui me différencie un peu du reste des coachs que j'ai pu développer au cours de mes voyages parce que, bah, voilà, en voyageant, on n'a pas forcément la tête que à faire de l'entraînement, à développer son physique et cetera. Donc il a fallu trouver des solutions pour continuer à le faire. Bon évidemment, pour moi, c'est absolument pas une contrainte, hein, c'est quelque chose que je pourrais passer 2 à 3 heures par jour à m'entraîner, surtout que je vais t'en parler après, mais en ce moment, j'ai plein de projets sportifs. Mais c'est ce système-là que j'ai essayé de mettre en place pour ma clientèle, ben, pour que eux aussi puissent, en bénéficier quoi, s'entraîner tout en sauvegardant du temps, le plus OK. possible dans ces journées. Ça me fait penser un petit peu à la méthode Lafay que je suivais quand j'avais, je sais plus, c'était 14 ou 15 ans, où justement, bah, c'était entraînement, sans matériel ou alors avec très peu de matériel quoi, avec, des chaises, un manche à balai, enfin Mais c'est un vraiment peu ça. à l'ancienne quoi et c'est vrai que maintenant que tu en parles, bah, effectivement, c'était, des séances qui étaient, on va dire assez courtes mais plutôt, intenses. Donc c'était plutôt sympa et du coup, tu fais donc, voilà, donc on va dire, coaching global, comme ça. Derrière, un peu aussi nutrition, c'est ça? Ouais, Ouais? alors je fais pas de suivi nutritionnel, OK, mais bon, c'est un coaching avec moi, c'est quelque chose de entre guillemets «holistique». C'est-à-dire que je prends en compte toutes les sphères, hein, toutes les sphères de la vie et puis j'y apporte aussi mon œil, pas d'entraîneur, mais plutôt de gars qui a expérimenté plein de choses, tu vois? Qui est parti en voyage, qui a vécu différentes cultures, qui a fait ci, qui a fait ça, bref et je rends un peu l'expérience, globale. Donc oui, ça peut prendre en compte la nutrition, ça peut prendre en compte comment améliorer son sommeil, comment mieux organiser ses semaines, les gérer parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi des semaines extrêmement chargées et d'autant plus que je m'entraîne 15 à 20 heures par semaine. Donc voilà, j'essaie d'apporter mon expérience dans différents domaines, pas simplement, la musculation, à proprement parler. OK. Bah, écoute, trop bien et du coup, là, si tu veux, l'audience, du podcast, voilà, il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs et alors après, voilà, c'est on va dire, c'est propre à moi, mais je pense que si on veut être un bon entrepreneur, un bon investisseur ou même, tu sais, enfin, une belle personne en règle générale, à mon sens, c'est quand même assez important de faire du sport. Parce que voilà, si tu charbonnes, que tu fais des heures et des heures, au travail, mais que derrière tu es en mauvaise santé, bah, voilà, tu vois, à mon sens, il faut trouver quand même un équilibre. Donc, donc tu vois, ça tombe pile poil cet épisode, ce podcast sur, justement sur le domaine du sport et toi donc tu es plus axé donc, sur le sport, on va dire, minimaliste ou essentialiste, si je puis dire, c'est ça? Tu peux C'est ça. nous expliquer du coup, ce que c'est? Parce que ça va pas mal, comme tu disais avec le mode de vie, voyage. Donc tu vois, je pense notamment à plein d'entrepreneurs qui sont dans le, voilà, qui voyagent beaucoup, qui sont pas souvent chez eux, qui sont à l'hôtel et cetera. Donc, comment est-ce qu'on peut s'entraîner comme ça quand on a très peu de matériel? Est-ce que, voilà, est-ce que selon toi c'est efficace et à partir de combien de séances ça commence à être intéressant? Ouais, alors tu as dit un mot, essentialiste, Mmh. c'est le nom que j'ai donné à mon système. Donc, par définition, hein, c'est revenir à l'essentiel. C'est-à-dire en fait, hem, trouver tous les petits moments de la vie pour gagner du temps. C'est vraiment ça l'essence de mon coaching. OK. C'est-à-dire que plutôt que de prendre la bagnole, se rendre en salle de sport, reprendre la bagnole, parler éventuellement et perdre finalement 1h45 voire 2 heures de son temps, ben, le faire depuis chez soi, donc comme j'expliquais sans matériel déjà et ça prend 30 minutes, voire enfin peu ça dépendra bien évidemment de l'individu, mais 30 à 45 minutes et voilà, c'est sauvegarder du temps, c'est vraiment l'essence de mon coaching. Utiliser peu de matériel et trouver des moments de la vie où on peut rajouter du mouvement, rajouter, de la dépense physique, énergétique pour finalement, ben, pas seulement voir le sport comme une séance dédiée, mais faire entre guillemets de sa vie, de son existence, bah,
un moment où on est tout le temps en activité, tout le temps en mouvement, et c'est de cette manière qu'on finalement on va arriver à avoir un physique, être en meilleure santé, Ok. voilà. Donc ça passe par exemple, marcher plus au quotidien. Je Ok. pense aux entrepreneurs qui sont très souvent assis derrière un ordinateur, etc., ou beaucoup en voiture, faire des déplacements en train, etc., d'une ville à l'autre. Donc c'est par exemple intégrer des petits moments de vie pour marcher plus. J'aime parler de marche créative aussi parce que c'est souvent des moments où on coupe un peu le portable, tu vois, on le Tu met dans la cogites. poche. Voilà, vraiment j'y tiens, hein. Je force mes clients à marcher plus, hein. Je traque leurs pas via l'application santé de leur téléphone et je leur donne la consigne d'essayer de ranger le téléphone, de pas mettre de podcast ou de musique. Et c'est souvent voilà un moment pour réfléchir, penser à soi ou à son business, peu importe. Mais j'ai remarqué que c'est souvent un moment sur lequel on arrive à débloquer des problèmes finalement. Donc la marche, entre guillemets, la marche créative, c'est vraiment un outil que je recommande, puissant à la fois pour augmenter son activité donc, et finalement lutter contre la sédentarité, et aussi pour se retrouver, pour conscientiser, pour vivre le moment, quoi, vivre le moment présent. Ok. Euh, donc ensuite, voilà, il y a la composante d'entraînement minimaliste, comme j'ai expliqué. Donc ça, c'est plutôt de l'entraînement sans, sans matériel, des séances denses. Alors à partir de quel moment ça marche? Je pense que ça marche à partir du moment où on est investi. Peu importe le nombre de séances qu'on va faire par semaine, si on y croit, si on comprend ce qu'on fait, si on met suffisamment d'intensité, ça peut marcher à partir de 3 séances, comme ça marchera évidemment à 6 ou à 7 séances par semaine. Évidemment, il y a un minimum. Si on fait une séance de temps en temps, c'est très très limite. Ça Ok. suffira pour être en bonne santé, pour voilà couper un peu de son activité d'entrepreneur. Maintenant, ça ne suffira pas si on a un objectif de prendre 5 kilos de masse ou alors perdre 5 kilos pour être sec pour l'été. Non, il va falloir en fournir un petit peu plus d'efforts et bien gérer son organisation au niveau des séances, de l'activité et évidemment de la diète. Euh, voilà, je m'embrouille un peu, Ah hein, non, je pars mais dans tous les écoute, sens, mais c'est je me top. rappelle plus. Est-ce que j'ai répondu à ta Ouais, question? on balaye pas mal de sujets. Tu vois, justement, j'avais une question qui venait après, justement, je te demandais, où je voulais te demander 3 conseils ultra simples pour être en meilleure forme. Donc déjà, tu vois, tu as parlé déjà de plus marcher, plus être en activité. Donc ça, je pense que ça peut être un bon conseil. Tu parlais aussi du coup, plus d'investissement, enfin d'investissement de se consacrer en fait au sport. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme troisième conseil pour voilà pour être en forme j'avais mis dès demain, mais en une journée, on ne peut pas être en forme, mais voilà en plusieurs semaines, plusieurs mois. Troisième et dernier conseil. Un meilleur sommeil, un meilleur Mmh. sommeil, et ça passe pas seulement par dormir plus, mais par dormir mieux, c'est-à-dire fixer une fenêtre régulière, c'est-à-dire je m'endors à telle heure, je me réveille à telle heure, et ça la garder dans le temps, hein. Je pense là, on vient de changer d'heure, je suis complètement déréglé. Moi aussi. Mais réellement, hein, c'est incroyable. Je me rendais pas compte quand j'étais gamin, je me disais, oh, le changement d'heure, on s'en fout, mais c'est parce que j'étais pas réglé. Je me couchais à 23 heures, un coup à 1 heure, un coup. Et là, depuis quelques années, je suis vraiment réglé sur 22 heures, 6h30 en gros. Et là, j'y arrive plus à me lever le matin, quoi. C'est dingue, parce qu'il y a plus le soleil. Donc, C'est ça. ouais, le sommeil est vraiment très important et d'avoir, disons, pour bien dormir, il faut avoir ses routines. Donc, heure d'endormissement, heure de lever, très très important. Et moi, j'aime par exemple le soir, plutôt que de m'éclairer à la lumière de la chambre, je m'éclaire à la bougie. OK. Donc, que je sois sur mon téléphone en train de travailler, ça m'arrive hein, le soir. On dit qu'il faut pas, et c'est bien sûr qu'il faut pas, mais voilà, quand on est entrepreneur, des fois on n'a pas le choix, hein. Si toute notre vie doit être rythmée de routine, le matin je me lève, je mets ma tête dans un seau de glaçons, après je bois de l'eau au citron. Non, ça va bien pour Instagram, mais c'est pas la réalité. Et donc bien évidemment le soir ça arrive de travailler sur son téléphone, mais voilà, si on peut faire un petit geste déjà, s'éclairer à la bougie, moi, c'est une routine qui marche très, très bien pour moi parce que on va utiliser du coup une lumière déjà tamisée, une lumière rouge qui favorise l'endormissement. Donc tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu parler de lumière bleue ou lumière rouge. La lumière bleue qui est plutôt associée au lever du soleil et donc plutôt associée au réveil, qui favoriserait la sécrétion de cortisol notamment. La lumière rouge qui sécréterait elle plutôt qui aiderait à la sécrétion de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, etc. Bref.
C'est pour ça que j'aime, le soir m'éclairer à la bougie, mais ça peut être une autre routine pour toi, pour tout à chacun. Faire des étirements le soir, prendre une douche chaude, boire un verre de lait, peu importe. Ce qu'il faut, c'est trouver une routine et la garder dans le temps. Et c'est exactement sur ce système, sur cet adage que fonctionne en fait mon système d'entraînement. C'est-à-dire que peu importe comment tu t'entraînes, peu importe, le nombre de séances, la durée et cetera. Bon, il y a un minimum comme je l'expliquais, mais c'est arriver à garder cette routine dans le temps finalement. Parce que Mmh. c'est les efforts répétés, comme dans n'importe quel domaine, qui fourniront les résultats. Et c'est important de ne pas être impatient non plus, de ne pas se dire au bout de 4 semaines, ah bah je suis encore toujours pas Arnold, qu'est-ce qui se passe quoi? Le coaching fonctionne pas. Non, routine, répéter, répéter, répéter dans le temps, et voilà, laisser faire les choses. C'est pareil, une bonne routine de sommeil, ça se met pas en place en une semaine, hein. Il Non. faut se tester sur plus, je dirais au moins un mois. Souvent, quand on lit des livres, entre guillemets, de développement personnel, ils parlent de la règle des 30 jours, je crois. Ouais, Donc, c'est que c'est v une c'est 21 exactement, voire 90 même, il y en a certains, ils parlent. OK, Tu oui. vois, Donc, tu vois, où on en a fait des tu chiffres l'intègres différents, mais voilà, c'est pour dire qu'il faut du temps pour pour intégrer l'intégrer, ouais. une nouvelle routine, une nouvelle habitude ou quoi que ce soit, hein. Et ça, il faut le faire tous les jours, sans s'en détourner. C'est ça et puis tu vois, pour compléter ce que tu dis, parce que moi je suis en plein dedans, justement, j'ai toujours dormi entre 5 et 6 heures, tu vois, par nuit, tout en Oui, m'entraînant, alors à l'époque, c'était que de la muscu, de temps en temps, une séance cardio, par-ci par-là. Donc ça faisait quoi? Ça faisait entre 5 et 7 entraînements par semaine, mais du coup en heures d'entraînement, ça faisait peut-être quoi? 5 heures, tu vois? Entre 4h30 et 5h30 par semaine et là, j'ai intégré le triathlon à ma routine depuis septembre l'année dernière et du coup là, je démarre progressivement donc doucement là pour l'instant je suis à 8-10 heures d'entraînement par semaine et en fait, bah, typiquement, ça a coincé au niveau du sommeil. Je sentais ouais, que je récupérais pas parce que je faisais plus de sport, toujours 5-6 heures de sommeil donc au bout d'un moment ça coince. Plus après, bah, tu sais le business, le boulot et cetera c'est ça. et du coup, bah, pour compléter ce que tu dis sur la partie sommeil, c'est vrai qu'il y a pas mal de j'ai regardé beaucoup de vidéos, pas mal de d'astuces, pas mal de conseils. Donc tu parlais de la lumière bleue, c'est vrai. Donc moi j'avais déjà des lunettes de vue, mais tu peux acheter, tu sais, des lunettes sans correction avec, des filtres à Les verres lumière rouges, bleue. ouais, Donc ça, tu en trouves, n'importe où, tu sais, même sur Amazon à 15 ou 20 balles ou même d'autres sites pour justement, même si tu traînes un petit peu sur le téléphone le soir ou que tu as la lumière derrière voilà, tu ce filtre à lumière bleue et puis tu parlais, bah, de routine en fait, voilà, toujours essayer de se coucher, à la même heure. Alors c'est vrai que c'est compliqué des fois le week-end quand on a tendance à sortir, à bouger un petit peu, mais c'est ce qui fait justement que, voilà, tu récupères mieux. Il y a qu'est-ce que j'ai intégré aussi? Bah, manger un peu plus tôt le soir, tout à fait. J'en ai pas parlé, mais pour ça, game ouais. changer. Pour pouvoir digérer et du coup vraiment quand tu te couches et ben bah, en fait, voilà, tu as totalement digéré. Tu vois? Nous on a un petit et en fait, qu'est-ce qu'on faisait avant? On le faisait manger et puis Vous derrière, mangez en bah, même voilà, on le temps? couchait machin et on mangeait après Ouais, c'est et ça, du ouais, coup, bah, c'est maintenant en fait, bon déjà c'est plus sympa, tu vois? On mange ensemble donc tu vois déjà on est tous les 3 c'est cool, pour le vous petit, passez c'est un cool pour moment. nous et puis derrière, bah, tu as plus le temps de digérer. L'alcool aussi. Même à toute petite dose, tu bois, une bière. Moi, je vois, je traque, si tu veux, mon sommeil avec la montre. Je le vois au niveau des La BP. fréquence Ouais, cardiaque, la fréquence cardiaque, c'est impressionnant. Tu bois genre 2 bières, le soir, tu le lendemain, tu as plus 5 points de fréquence cardiaque. et ben, tu prends, c'est ça, 5 à 10 BPM, par minute, sur toute la Au nuit repos, ouais. Ouais, et tu c'est ouf. beau en fait, l'alcool, c'est ce que je me suis toujours dit: «Putain, mais quand tu bois, tu t'endors, tu es trop bien et tout» et en fait, tu te réveilles, tu es éclaté et en C'est fait, ça. ouais, certes, tu t'endors plus vite, mais derrière, vu que ça impacte, négativement vu que ça a un impact négatif sur ton corps, bah, en fait, tu te réveilles, tu as beau dormir 2, 3, 4 heures de plus, bah, en fait, tu es épuisé, tu vois? En Donc fait, avec l'alcool, ça supprime certaines phases de ton sommeil, les cycles REM qu'on appelle, ça veut dire, Rapid Eye Movement. C'est cette phase qui s'appelle en fait le sommeil paradoxal et ça supprime un peu aussi de ton sommeil profond. mmh. Donc ce qui fait que ton sommeil, il va souvent être en sommeil, je sais plus comment on appelle, sommeil lent ou sommeil, je sais plus ce que c'est le terme.
En gros, tu es en sommeil léger, si tu veux, Mmh. toute la nuit quand tu as bu de l'alcool, au lieu d'avoir cette alternance de phase entre sommeil léger, REM, sommeil léger, sommeil profond, enfin, le Mmh. sommeil, c'est toujours comme ça. Quand on fait ce qu'on appelle une polysomnographie, une étude de ton sommeil, en fait, c'est une vague, hein. Comme dans, comme dans tous les aspects de la vie, j'aime dire, rien qui est linéaire, tout est une sinusoïdale, et notamment le sommeil. Et en fait, l'alcool fait que, bah, c'est linéaire sur toute la nuit, il se passe rien, quoi. Et c'est ça qui fait que t'es éclaté le lendemain. C'est ça. Alors ouais, même une bière, effectivement, c'est catastrophique. Donc faut changer ses habitudes, faut boire en journée maintenant, comme ça quand tu t'endors. C'est ça, non, bah, après, enfin, honnêtement, là, en fonction des épreuves que je vais avoir, je vais même, totalement arrêter sur quelques semaines, quelques mois, même auparavant, enfin, ça et puis bon, la diète, c'est déjà intégré, mais c'est vrai que l'alcool, ça joue vachement et je le vois avant, je dormais 5 6 heures, mais j'avais un sommeil profond, tu vois? Je faisais entre, 25 et 35 de sommeil profond par nuit. Donc en fait, c'est pour ça que je dormais très peu, mais que j'étais en forme. Et là, bah, avec l'augmentation de la fréquence du sport, enfin de la durée de sport, en fait, j'augmentais un petit peu mes nuits, mais derrière, pas forcément le sommeil récupérateur. Et du coup, bah, j'ai commencé à chercher des petites astuces et voilà, tout ça, ça en fait partie. Et puis même au-delà du sport, derrière, pour être, voilà, en meilleure forme, pour ton travail, pour ton business, pour pas mal de choses. Donc plutôt sympa. Et moi, j'avais après des questions, donc notamment, le sujet de ton master, si tu peux nous en parler un petit peu? C'était la respiration, c'est ça? Ouais. Oula, tu me poses une colle, là, c'est loin, ça remonte. Non. Ouais, Non. j'ai étudié la respiration. En fait, je m'y suis intéressé au travers de ce coach que j'ai évoqué du coup dans mes exemples, dans mes inspirations. Mmh. Upside Strength, qui lui s'est beaucoup intéressé au système respiratoire chez l'athlète, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. On pense tout de suite à comment augmenter la force via le système musculaire, la pompe cardiaque, comment améliorer son endurance. Mais le système respiratoire, c'est une variable qui vient du coup un peu en dernier ou la quatrième roue du carrosse, auquel on ne pense pas forcément, alors que c'est quelque chose qu'on peut très bien travailler sans matériel, depuis chez soi, et qui représente une composante de la performance. Donc c'est sûr que pour tout un chacun, moi mes coachings à l'heure actuelle, je me sers absolument pas de la respiration, mais pour des préparateurs physiques, parce que je viens de ce monde-là, hein, j'ai quand même un master en sciences du sport. euh, la performance sportive, c'est à très haut niveau, même si on peut gratter 1 à 2% sur sa perf, ça représente une amélioration non négligeable, hein, qui permet certaines fois d'obtenir des records ou de grappiller quelques secondes sur un chrono, etc. Et donc, en ce sens, entraîner son système respiratoire, ça vient être quelque chose de très très intéressant. Donc, je m'y suis intéressé de base via ce coach qui recommandait l'utilisation d'un outil. Cet outil, ça s'appelle le Breeze Way Better. J'ai pas pensé à l'amener, il doit être sur mon bureau, et je pourrais te montrer ça si tu veux. C'est en fait un ballon avec un embout dans lequel tu mets ta bouche. OK. Tu viens expirer très fort dedans et inspirer très fort, et tu vois le gonflement et le dégonflement de ce ballon en conséquence. Et donc ça permet déjà de travailler sa coordination respiratoire, c'est-à-dire euh, quelle quelle intention de respirer, d'inspirer tu mets dans ton ballon, quelle intention d'expirer tu mets dans ton ballon. Ça permet d'augmenter, si tu veux, ton amplitude respiratoire. Plus tu vas inspirer profondément et expirer profondément, plus ton mouvement, il va avoir de grandes amplitudes. Et c'est OK. quelque chose, en fait, auquel on n'est pas habitué, puisque nous, on fait plutôt des mouvements respiratoires qui sont courts. Et en fait, on n'utilise pas toute notre fonctionnalité en termes d'organisme, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas toute la place qui est disponible dans notre diaphragme et dans nos poumons. On n'utilise pas tout cet air. Et le fait de travailler sa coordination respiratoire, d'augmenter, si tu veux, l'amplitude de ses mouvements, déjà, dans un premier temps, ça permet d'utiliser une proportion un petit peu plus importante de ces organes respiratoires, OK. le diaphragme et les poumons. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est que une meilleure coordination respiratoire à l'effort des mouvements plus grands, inspiratoire, expiratoire, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire travailler moins le cœur. C'est-à-dire que le cœur, vu que les mouvements inspiratoires, expiratoires sont plus grands
ben, le cœur, il a moins besoin d'envoyer d'énergie, enfin de pompe, d'afflux sanguin, etc. à ces muscles-là, puisque naturellement, il y a moins de mouvement. Tu vois, OK. c'est Ouais, non, ce mais je vois, ouais. mouvement-là versus ce mouvement-là. Donc, si tu veux, ça se traduit directement sur la fréquence cardiaque. Comme le cœur a moins besoin de fonctionner, ben, il peut soit envoyer plus d'énergie, d'afflux sanguin vers d'autres muscles, les muscles locomoteurs, soit simplement battre moins. Et donc, on gagne des fois peut-être 3 à 5 points sur les battements cardiaques via une meilleure respiration, en fait. Une OK. respiration plus contrôlée. Et Bon, ça, c'est vraiment pour le haut niveau du haut niveau de l'entraînement respiratoire, hein. Il faut et vraiment avoir travaillé ça pendant des années. Moi, une des premières choses que j'ai pu observer sur moi et sur mes athlètes en travaillant ma coordination respiratoire, c'est tout simplement une baisse de la perception de l'effort. OK. C'est-à-dire que l'effort perçu, c'est le même, ma fréquence cardiaque, c'est la même, mais alors l'effort perçu, j'ai l'impression de: «Oh putain, l'entraînement était tranquille aujourd'hui», tu vois? À l'aise. Et ça, mais ça, mine de rien, c'est quelque chose auquel on pense pas. Mais si subjectivement, dans ta tête, tu perçois l'effort comme amoindri, ben, tu peux te pousser plus loin des fois. Tu vois, sur une séance de fractionné hyper intense à la piste, t'en chies, tu à 8 fois 400, il te reste 2 400 à faire, mais t'es explosé et des fois tu te dis: «Putain», tu le l'idée d'abandonner qui arrive plus vite, tu vois ce que je veux dire? Que si tu as une perception de l'effort qui est diminuée, alors pourtant ta fréquence cardiaque c'est la même, hein, tu es à 200 dans les 2 cas. Mais si dans ta perception tu te dis: «Putain aujourd'hui étonnamment c'est facile», tu vas avoir tendance à te pousser plus loin. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai travaillé ça donc sur moi-même avant de faire plusieurs tests sur d'autres individus. Hem, c'est quelque chose qui a été flagrant, c'est vraiment la baisse de perception de l'effort. Et puis, tu vois, je Donc pense à même sans parler de faire du sport ou quoi, mais la personne qui, chaque jour, je sais pas, habite au 2, 3, 4, 5e étage et qui réfléchit entre prendre l'ascenseur ou prendre, les escaliers. Du coup, voilà, tu dis que là, apprendre à mieux respirer derrière, la perception de l'effort est moins importante. Et ben cette personne-là, typiquement, elle peut se dire, «Bon, bah, la prochaine fois, au lieu de prendre l'escalier, de prendre l'ascenseur, en fait, je prendrai l'escalier». Et au final, tu arrives, tu pas essoufflé ou moins essoufflé que, tu ne l'aurais été auparavant. ouais, complètement, complètement. En fait, la respiration, c'est un mouvement qui est inné chez l'humain et auquel du coup on pense pas, on se dit jamais: «Pouah, aujourd'hui je vais essayer de bien respirer». Non, et justement c'est un peu une erreur parce que c'est quelque chose qui prendrait pas beaucoup de temps, qui est facile à intégrer. Par exemple, quand vous allez marcher, autour de chez vous, moi j'aime bien f intégrer des phases, des micro-phases d'apnée. Donc je fais par exemple 5 secondes de rétention, 5 secondes où j'expire à fond, 5 secondes de rétention, et ça permet aussi de travailler sa tolérance au CO2. OK. C'est-à-dire que quand on va avoir cette perception de: «Oh, oh putain, je suis en train d'étouffer». Tu la vois cette perception? Oui. Tu à bout de souffle. En fait, c'est pas que tu manques d'oxygène, c'est que c'est l'accumulation de CO2 qui est en fait, un «déchet» entre guillemets de la production d'énergie par le corps humain. C'est voilà, tu as trop de CO2 dans ton corps qu'il faut que tu évacues, en fait. Et ça, tu peux le voir quand tu nages, par exemple. Si tu nages, plusieurs mouvements sans respirer, tu as l'impression que tu vas suffoquer. Encore une fois, c'est que ton corps, vu que tu es en mouvement, il produit de l'énergie, donc il y a du CO2 qui est produit en déchets métaboliques, si tu veux, et le fait que tu n'expires pas assez, ben, ça te fait croire que tu vas suffoquer. Et donc le fait de, quand tu vas marcher au quotidien, bah, intégrer des petites phases comme ça de rétention et d'expiration lente pour, f pour essayer de travailler, de repousser en fait ce réflexe du corps humain, hein, qui veut te faire suffoquer, essayer de repousser le seuil, bah, c'est quelque chose qui te prend aucun temps, et je veux dire, t'as pas à devoir dédier du travail spécifique le soir, encore plus dans ta journée qui est Mmh. déjà, chargée par, ton taf, ton sport, qui est déjà ultra carré. Non, t'as pas envie de dédier encore plus de temps à ça. Donc il faut arriver à trouver des petits moments, si tu veux, dans ta journée où tu peux essayer d'intégrer 5 minutes par-ci par-là pour arriver finalement à gagner, quelques pourcentages, sur ce seuil de tolérance, au CO2. OK, et tu vois, je suis en plein dedans, moi, en ce moment. Moi, je le fais au travers de cohérence cardiaque ou même un petit peu tu sais, des exercices, on va dire, de méditation où justement, tu sais, j'inspire très profondément en essayant de faire bouger, en fait, mon ventre et pas mon diaphragme, pardon. Et derrière, je trouve que ça m'a aidé un petit peu au niveau de la natation. Parce
Parce que moi, la natation, j'ai attaqué avec le triathlon et on va dire que c'est mon gros point faible. Pareil. Euh, et en fait, on va dire quand tu cours beaucoup, c'est ce que j'ai vu en fait, quand tu cours beaucoup, que t'es plutôt beau coureur, en fait, t'es habitué à avoir une aisance respiratoire, à respirer régulièrement et la natation comme ça, c'est très compliqué pour les personnes qui sont bonnes en course parce qu'elles sont habituées à respirer régulièrement et là, en fait, tu respires par fraction. Donc c'est ce qui fait que c'est plus dur. Et et ouais, du coup, la respiration, est-ce que tu aurais tendance à dire que c'est bon pour bah, du coup, pour tout, pour la récupération, pour la performance sportive, également pour même la vie en général. Je pense tu vois, au stress, par exemple. Ouais, bah, complètement. Ouais. Tout un chacun, même qui n'est pas sportif, aurait du gain à travailler sa respiration, hein. L'anxiété et cetera, ça se gère par de la cohérence cardiaque, par Mmh. exemple. Hem, Avoir des problèmes d'endormissement le soir, et ben, faites 5 minutes de respiration carrée, vous verrez que tout va s'améliorer. La respiration carrée, c'est, tu sais, 5 secondes d'inspiration, par exemple, rétention de 5 secondes, 5 secondes d'expiration, rétention de 5 secondes à nouveau. Donc pour ceux qui n'auront pas la vidéo, ça fait en fait une forme de carré puisqu'on est sur un même, enfin un mouvement respiratoire d'une même longueur. Et ça aide, ça favorise complètement l'endormissement, baisse de l'anxiété, et Mmh. cetera. Alors baisse de l'anxiété, c'est bien beau de dire ça, on le voit souvent. Comment ça se mesure ça? Parce que concrètement, on mesure pas l'anxiété, hein. Il y a pas une variable qui te dit: «Là, tu es à 140 d'anxiété». Mais ça, c'est encore une fois, c'est perceptif, ça se ressent. C'est Le ressenti est très important et c'est quelque chose qu'on a beaucoup, délaissé dans la science depuis de nombreuses années. On s'est toujours dit: «Il faut que de la variable quantitative», et aujourd'hui on se rend compte que, bah, la perception, de l'effort ou la perception qu'on a de quelque chose, mine de rien, c'est pas à prendre avec des pincettes parce que ça modifie ton état de conscience. Si tu as un état de conscience positif au travers d'un événement, tout se passera beaucoup mieux. Alors que si tout de suite tu rentres dans le négatif, et cetera, bah, ça peut créer, derrière des complications. C'est valable pour n'importe quoi, hein. Il f Je pense qu'il faut voir la vie, toujours essayer toujours de trouver du positif, de réfléchir à qu'est-ce qu'une situation peut t'apporter, même si voilà, c'est un drame, hein, ça peut arriver, mais il faut arriver à trouver du positif derrière parce que voilà, ça modifie ton état de conscience, et toujours voir du positif, toujours être heureux, ben ça aide au quotidien, quoi, tout C'est simplement. ça. Et donc, oui, je me suis encore une fois, dispersé, mais pour en revenir à la respiration, oui, c'est clairement un outil redoutable pour n'importe qui. Et puis tu parlais aussi que ça permettait de en fait, apprendre à mieux respirer, de moins solliciter le cœur et du coup, bah, je pense qu'indirectement, si ton cœur est moins épuisé, bah, moins de risques, j'allais dire moins de chance, mais c'est plutôt moins de risques, bah, de faire voilà, d'avoir des accidents cardiovasculaires et puis, toutes ces complications. Il y a aussi population qui respire énormément par la bouche. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut apprendre à respirer par le nez OK. pour avoir. Ouais, on voit tout le temps des gens qui respirent par la bouche. Ça, c'est par exemple responsable des ronflements intempestifs, responsable des apnées du sommeil, etc. C'est une respiration buccale plutôt qu'une respiration nasale. Le fait de pratiquer sa respiration, on va forcément se focaliser sur son nez plutôt que sur sa bouche. Et ça, c'est pareil, ça aide à rétablir des bonnes habitudes respiratoires. OK. Donc, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Et donc, tu vois, j'avais, noté en question, voilà, quelques petits exercices pour apprendre à mieux respirer. Alors, en dehors du petit ballon dont tu parlais, si jamais on n'a pas de matériel, donc il y a donc là, tu dis la respiration nasale, donc respirer par le nez. Apprendre aussi à respirer en carré, comme tu disais. Est-ce que tu as 1 ou 2 autres astuces, Ouais, bah, si on n'a pas d'outils comme je le fais, si on veut travailler, disons, sa puissance inspiratoire et expiratoire, on peut utiliser un ballon de baudruche. Un ballon de baudruche dans lequel on viendrait expirer, donc très fort, de manière puissante, de manière explosive. OK. Comme on travaille un muscle de manière explosive, si on lance, je sais pas, par exemple, un medicine ball très loin avec son bras, on travaille son explosivité sur le pec, sur le bras, et cetera. De la même manière, en prenant un ballon de baudruche dans lequel on viendrait essayer d'expirer très fort le plus vite possible, on est sur un travail d'explosivité de son diaphragme, si tu veux, en OK. quelque sorte. Et donc ça peut être aussi bénéfique pour des athlètes, heu, qui doivent se servir de l'expiration dans leur sport. Alors là, j'ai pas forcément d'exemple. En boxe, par exemple, dans les sports de combat, quand on met un coup très puissant, on expire en même temps, nous. Quand on fait un travail au sac, et c'est vrai que même ça,
ça fait rire certains qui rentrent dans une salle de boxe et qui se disent: «Mais pourquoi ils font tous du bruit quand ils tapent? Ils sont bizarres et tout». Mais en fait, c'est voilà, c'est une manière aussi d'expirer de l'air en même temps. Et ben ça, travailler son expiration de cette manière, sa puissance inspiratoire-expiratoire via un petit ballon de baudruche, tout simplement. Par exemple, au début, on commence pour le remplir pleinement, on a besoin de 5 expirations. Au bout de quelques semaines, on essaie de diminuer ces inspirations à 4, 3 pour, simplement avoir un mouvement respiratoire plus fort, plus puissant. Ça peut être, une idée. OK. Bon, bah, écoute, trop bien pour, clore cette partie respiration et maintenant on va parler un petit peu, on va dire mode de vie, voyage. Heu, Ça va être intéressant, je pense. Déjà, alors tu disais que tu es parti 1 an pour démarrer en Norvège, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ah bah, tout Pourquoi, tout 1er voyage, 6 mois en République tchèque, en ouais, bah, Erasmus, ça Erasmus, après. ouais et derrière Norvège, pourquoi la Norvège? Et pourquoi pas un autre pays, Ouais, bah, pourquoi là-bas? pour l'amour, d'être en nature, pour l'amour de la randonnée, des grands espaces, le fait d'être seul, un petit peu au milieu de nulle part. C'est un des pays qui a la population la plus faible, au monde. Je crois qu'on est à 5 millions sur un territoire un petit peu plus petit que la France, mais 5 millions d'habitants. Donc c'est vraiment pas beaucoup. On se retrouve souvent tout seul là-bas. Et ouais, moi en fait avant de partir en Norvège, j'avais cette image qu'on voit. Tu sais, tu imagines la Norvège, tu vois un fjord avec 2 grandes montagnes, verdoyantes, magnifiques, un petit ferry qui passe au milieu d'une rivière sinueuse avec d'un bleu écarlate. Bref, j'avais cette image-là et je voulais aller, confirmer de mes yeux, quoi. Et alors, ouais, c'est le cas, ouais? Ouais, c'est le cas, ouais. Ouais, ouais. Bah, si tu vas sur la côte ouest dans les fjords, ouais, c'est vraiment magnifique. C'est que c'est des montagnes qu'on n'a pas chez nous. Nous, on a une diversité en France, hein, on est gâtés, on a une diversité de paysages, d'environnement qui est incroyable, hein, il y a rien à dire. Mais ça, on l'a pas trop. Ces grandes montagnes très abruptes. En fait, c'est des montagnes qui sont vraiment à la verticale, hein, que tu pourrais grimper en escalade, peut-être pas grimper à pied, mais ouais, c'est impressionnant. C'est super impressionnant. Après, j'avais voilà cette envie aussi de me rapprocher du haut de la Norvège, de la Laponie. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai vécu pendant 3 mois en tant que musher, OK. c'est-à-dire pas dresseur de chiens de traîneau parce que je les ai pas directement dressés, mais j'ai nourri, je me suis occupé d'eux, j'ai fait des sorties en luge avec les chiens de traîneau, etc. Donc pendant 3 mois. Donc le dressage n'a pas fait partie de mes missions à ce moment-là, puisque pas assez d'expérience, j'étais là que 3 mois. Les gens avec qui je travaillais ont fait ça toute leur vie, etc. Mais c'est super intéressant de voir aussi comment comment on traite avec un autre être vivant que nous, et au final on se rend compte de toutes les similitudes entre un chien et l'humain, quoi. C'est incroyable, tous les instincts, les comportements un peu primaires, ça fait se rendre compte de beaucoup de choses. Puis c'est des êtres qui sont hyper attendrissants, bien sûr. Donc ça, c'était vraiment, je pense, la meilleure expérience de ma vie à l'heure actuelle. C'était voilà, vivre au nord de la Laponie, vraiment tout au nord, hein, quasiment. J'étais pas très loin du Cap Nord. Je OK. devais être à 100-150 kilomètres du Cap Nord. J'étais à Karasjok, pour ceux qui connaissent un peu la Norvège. C'est là où on retrouve le parlement des Samis. Les Samis, tu sais, c'est cette population autochtone qui vit en Laponie. OK. Et là-bas, on retrouve, là où je vivais, il y avait le Parlement, donc c'est-à-dire qu'ils se retrouvent ici une fois de temps en temps pour discuter des règles. Alors que c'est pas un peuple officiel, hein, c'est pas un, disons, c'est pas un pays, c'est une terre, la Laponie, qui s'étale donc de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et une partie de la Russie. C'est une espèce de région comme ça qui n'est pas délimitée. J'avoue que je suis pas trop intéressé à l'histoire, je sais pas le pourquoi du comment, mais voilà, ça représente cette région-là qui est peuplée par le peuple Sami, dont au sein même du peuple, on retrouve une trentaine de tribus un peu dispersées comme ça sur le continent, et ils ont un parlement qui était dans la ville où je vivais, et super intéressant. Et ouais, leur mode de vie, ils sont éleveurs de rennes. Donc, c'est-à-dire que souvent, tu vois des gens se promener avec une meute de rennes, un peu comme si tu allais dans les Pyrénées et que tu vois les bergers avec leurs brebis, etc. Mais là, c'est pareil avec des rennes. Bon, bah, vivre dans le Grand Blanc pendant, pendant 6 mois quasiment, ça a été une expérience incroyable. Vivre avec la nuit aussi, parce que en Oui. Laponie, en hiver, il fait nuit tout le temps. Donc là, on parlait du sommeil juste avant. Si on fait le parallèle, rien de pire pour détraquer ton sommeil. À l'inverse, il fait jour tout le temps en été. Enfin, c'est hyper intéressant d'avoir vécu sous l'angle un petit peu de la culture, mais aussi moi avec mon œil de entre guillemets
de coach et puis qui s'intéresse à la science du sport. Ça a été super intéressant de voir les effets justement du jour ou de la nuit sur mon corps, de voir que ça te détraque complètement, hein, évidemment. Même en étant habitué, c'est pas comme si tu partais en vacances et que tu restais que 2 semaines. Là, dans tous les cas, forcément, tu vas être détraqué. Mais là, même en vivant 3 mois, c'est vrai que ouais, le fait de vivre dans la nuit, ça met un coup au moral quand même, hein. Il faut tous les petits moyens de trouver du réconfort sont bons pour agir positivement sur ton moral parce que c'est vrai que ça te met un coup, quoi. Quand tu Je as 3 heures de jour par jour, je confirme. t'en profites. Moi, je travaille, là où je travaille, en fait, c'est moi qui vais chez les clients, c'est pas moi qui reçoit les clients, là où je travaille. En fait, on n'a pas de fenêtre. On n'a pas de fenêtre, on bosse, limite dans un bunker et en fait, en hiver, tu pars le matin, donc tu arrives au boulot, c'est 7h30, 8h moins quart, il fait nuit. Tu restes toute la journée, donc tu vois même pas l'extérieur, tu sais pas ce qui se passe, s'il pleut, s'il neige, soleil, rien du tout. Tu ressors le soir à, tu sais, 18h. Bah, du coup, il commence à faire nuit. Et en fait, t'as pas vu la lumière du jour. Et je le vois, tu vois. Maintenant, je vais un petit peu dans les agences. Je me déplace plus chez les clients parce que c'est vrai que sur le moral, je trouve que ça joue énormément sur le moral et sur la motivation, sur plein de choses. Ouais, ouais. En plus, toute la journée, t'es éclairé par de la lumière artificielle, là, qui tape bien. C'est comme bosser à l'usine, hein. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait un peu d'intérim, j'ai bossé dans des usines. Pour moi, c'est le pire du pire. C'est être enfermé comme ça, c'est horrible, c'est Ah, horrible. c'est l'horreur. Et je pense que c'est pour ça que naturellement, en vieillissant, après, on se tourne vers des sports qui nous emmènent vers l'extérieur. Donc, là, on parle du triathlon, mais le trail, par exemple, ou simplement la randonnée, hein, ça Mm. attire de plus en plus. Aujourd'hui, c'est la mode, entre guillemets. Mais c'est aussi pour ça, je pense que pendant le Covid, peut-être qu'on s'est rendu compte du fait qu'on était tout le temps enfermé, qu'on avait besoin de renouer avec l'extérieur. Ben, c'est que du positif, hein, finalement. Mais c'est vrai que, ouais, bosser enfermé ou dans le noir, Après, moi, quand j'étais musher, j'avais quand même la chance de vivre en extérieur. Alors, bien qu'il fasse nuit tout le temps, j'étais tout le temps en extérieur. Donc, quand t'avais une pleine lune, par exemple, tu sais, la lumière, l'éclairage est quand même assez fort. T'as quand même l'impression d'avoir Mm. limite qui fait jour certaines fois. Puis on avait les aurores boréales. Enfin, voilà, plein de choses qui font que quand même ça restait très plaisant ce mode de vie-là et qui, je pense, j'ai moins mal vécu le fait de vivre dans la nuit à cause de ça. Mais la Norvège est un des pays qui a le plus haut taux de suicide au monde. D'accord. Ah oui. Paradoxalement, du fait que c'est aussi un des pays qui a été élu le plus heureux du monde en 2023 ou 2024, ou je sais plus. Bref, c'est un vrai paradoxe. Et en fait, bah, je pense que ça s'explique par voilà, ces variations de jours, etc., hein. L'être humain est fait pour vivre avec un cycle, le cycle du soleil, le cycle circadien. Et je pense que cette variation peut créer des pics un petit peu de dépression, notamment quand on bosse enfermé, en plus du fait de bosser dans la nuit tout le temps, de pas voir le jour. Ça peut être une des causes, hein. J'imagine, c'est une Ok. hypothèse, mais Ok. Putain, bah, un peu triste. Et du coup, pour revenir à cette notion de voyage, donc tu pars comme ça 1 an en Norvège, derrière tu reviens, je crois que tu avais dit quelques mois en France pour repartir au Japon, c'est ça? c'est ça, ouais, ouais. En fait, pendant notre voyage en Norvège, on se dit qu'il faut qu'on continue, quoi. On peut pas s'arrêter en si bon Hmm. chemin. Et ma copine, qui est sommelière, avait bossé avec un chef japonais dont elle avait apprécié le caractère, la droiture, euh, et elle me dit qu'elle a toujours été attirée par le Japon. Et naturellement, on se dirige vers ce pays ensuite. Bon, ce pays qui est... c'est... il y aurait trop de choses à dire, là. Il faudrait refaire un autre podcast. Mais en gros, on va dire dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu as apprécié là-bas et qu'est-ce qui change aussi par rapport à chez nous? Un petit peu à notre mode de vie, notre façon de penser. La droiture, comme je disais juste avant, Hmm. les gens sont ordonnés, le respect, la propreté des rues, les règles, les règles et le respect des règles. Ok. Euh, honnêtement, il faut le vivre pour comprendre, hein. Il faut aller au moins une fois dans sa vie au Japon. Je trouve, quand tu reviens en France, tu te rends compte d'à quel point c'est c'est le chaos, quoi. C'est la jungle. Ouais, non, mais ouais, tous les gens sont, en fait, il y a des règles qui sont là depuis des années, on sait même pas pourquoi elles sont là, ces règles, parfois, énormément de codes, tout est codifié chez les Japonais. C'est limite parfois un peu pénible pour un occidental, mais au final, on se rend compte que, ben, tout le monde les respecte, et
et tout le monde est très heureux comme ça. Tout le monde t'accueille à bras ouverts et grand sourire. C'est c'est bouleversant, quoi. C'est vraiment, on se rend compte qu'en France, on manque de règles, en tout cas personne les respecte, hein, finalement. Et ça fait partie parfois du problème de pourquoi on tombe en déchéance, je pense. Et OK, et du coup, pour parler un petit peu mode de vie aussi, parce que là, tu disais que tu repars en voyage enfin, dans l'idée, c'est de repartir en fin d'année. Tu sais où tu vas aller là ou pas encore? Oui, alors, comme j'ai très aimé le Japon, je vais rester sur l'Asie OK. et je vais certainement faire l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Laos, peut-être un petit peu du Népal, et cetera. Pour, allier, disons, mon amour de la nature avec mon amour de l'Asie, l'Asie où tout le monde est très souriant, très avenant, accueillant, et cetera. OK, trop bien, et pour revenir, on va dire, à plus une partie, organisation, entrepreneuriat, comment tu t'organisais là-bas du coup pour, bah, continuer à faire tes coachings, continuer à, parce en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a la partie, entrepreneuriat, il y a la partie aussi financière parce que du coup, quand tu es en voyage comme ça, heu, voilà, tu loues, je pense, un petit appart, quelque chose, mais tu as tendance à peut-être un peu plus dépenser vu que justement tu voyages, enfin tu visites plus, non, même pas? Je vais en parler. Alors, en Ouais, fait, ça fait 2 ans que je voyage en faisant du workaway. OK. C'est du woofing, peut-être, Ouais, tu as du déjà woofing, entendu ouais, j'ai parler? déjà entendu parler, ouais. Et ben, c'est plus ou moins la même chose, workaway, sauf que woofing, ça va être focalisé sur les fermes, c'est-à-dire qu'on va réellement bosser dans l'agriculture, Mmh. dans un pays, alors que workaway, ça peut être, d'autres versions, d'autres missions, pardon, beaucoup plus diversifiées. Donc par exemple, c'est comme ça que j'ai trouvé cette mission avec les chiens de traîneau. OK. En fait, pour expliquer un peu à ton auditoire, c'est en gros d'être nourri, logé, en échange de quoi on fournit 15 à 20 heures de travail par semaine. Ah, Donc donc 15 à 20 ça heures, laisse ça quand peut même le ça peut temps dépendre. derrière pour faire tes Complètement, trucs, toi? complètement, et tu es nourri, logé. C'est-à-dire que tu payes pas de logement, tu payes ton déplacement pour aller d'une mission, par exemple, si tu es au sud de la Norvège et que tu dois aller en Laponie, tu payes OK. forcément ton déplacement, ou des fois tu peux même t'arranger avec la personne. C'est-à-dire que la personne te dit: «Écoute, tu bosses 25 heures, 30 heures, moi je te paye ton billet d'avion pour venir». En fait, c'est du contact humain, c'est du savoir-être, du savoir-faire, de la communication, et tout ça, ça m'a été vraiment inculqué au travers de ce mode de vie, de ce mode de voyage, hein. Parce que j'ai pas voyagé en prenant justement, comme tu disais, une rent, une location à un endroit, puis une location à une autre. Non, j'ai jamais voyagé comme ça, en fait, au OK. final. J'ai toujours fait du workaway et ça m'a permis, ben, de travailler de mes mains d'une manière différente. Forcément, sur le travail que je fais, des fois, il y a des travails très ingrats. D'autres fois, c'est beaucoup plus plaisant. Quand on ride avec les chiens de traîneau sur la neige, c'est extrêmement plaisant. Par contre, quand il faut tous les matins aller ramasser leur merde dans le dog yard, dans le champ, comment on dit, le dog yard, dans le chenil, quoi. Il faut ramasser les merdes de 53 chiens tous les matins, que tu passes 2 heures et demie. Il fait moins 17 degrés le matin. C'est un peu plus ingrat comme tâche. Enfin voilà. Au-delà de ça, j'ai fait vraiment tout type de job. J'ai fait des ménages dans des hôtels. Donc ça, c'est pas très intéressant non plus. Au Japon, par exemple, j'ai fait énormément de missions pas intéressantes du tout, en comparaison avec la Norvège, où j'ai fait des missions super intéressantes, comme j'ai vécu chez une famille. Et oui, alors oui, pour en revenir au woofing, ça peut être chez des particuliers, donc chez des familles directement, qui ont besoin d'aide pour, je sais pas, couper du bois, par exemple, pour se OK. chauffer, voilà. Ou alors chez des professionnels qui, eux, par exemple, ont un hôtel et te demandent de l'aide pour le ménage, pour l'intersaison, tu sais. Donc il y a peut-être des travaux d'extérieur à faire, pour préparer d'une saison à une autre, ou alors ça peut être à l'intérieur pour du ménage ou des petits travaux de rénovation. Ça peut être avec des charpentiers. En Norvège, il y a énormément de travail avec des charpentiers pour construire des structures, des bâtiments, et cetera. Heu, et le Japon, pourquoi on s'est retrouvé avec des missions pas intéressantes? Parce que c'est un pays tellement codifié que même pour Workaway, eh ben, ils foutent des règles. Ils foutent D'accord. des règles partout et ils veulent que, si tu bosses, comment t'expliquer? Faut que les travaux, ils soient pas, considérés comme dangereux, donc faut que ce soit un D'accord. truc où tu manies OK, pas ouais. d'outils, sinon il faut que tu aies un contrat de travail. Enfin, le Japon, c'est un pays où Ça il faut limite que tu aies des vachement, oui. contrats pour tout, et cetera. Donc voilà, ça a été beaucoup de travail dans des hôtels, au Japon. Après, une fois que tu es sur place, tu trouves toujours un arrangement avec la personne, tu vois? Si tu as du savoir-être, de la communication, et cetera,
tu fais une rencontre via Workaway, donc avec quelqu'un. Ce quelqu'un t'apprécie, il te renvoie vers un ami à lui qui tient, je sais pas, une auberge dans les montagnes, etc. Sans même passer par Workaway, mais tu fais un espèce d'arrangement comme ça. Enfin voilà, tous mes voyages, ça a toujours été comme ça, un peu du bouche à oreille, et de si tu travailles bien, si t'es quelqu'un de sympa, qui se comporte bien, bah il te renvoie naturellement vers un autre ami à lui. Et je pense que c'est comme ça que je vois la vie maintenant. J'ai limite, je pourrais faire ça toute ma vie honnêtement. Et donc à côté de ça, les heures que j'ai de libre, ben voilà, c'est dédié à mes coachings, à mes entraînements, à ma création de contenu, parce que du coup j'ai fait beaucoup de contenu à propos de mes voyages naturellement pour un peu documenter mes expériences. Ok. Et puis voilà, honnêtement, j'aime vivre comme ça et j'ai tellement hâte de repartir parce que tu t'es tout le temps confronté à des missions différentes, t'es tout le temps confronté à des environnements différents et je pense que ce qui nous tue, bah, c'est la routine et le fait de tout le temps changer d'environnement. Alors parfois c'est pénible, hein, là en un an on a fait 8 missions différentes, donc quand tu arrives sur les derniers mois que tu sais que tu vas rentrer en France, t'es un peu impatient parce que tu arrives, tu restes un mois et demi, tu as le temps de créer des liens avec les personnes, avec la famille dans laquelle tu vis, ou même avec tes employeurs, qui sont souvent des gens très ouverts d'esprit. Pour faire du workaway, il faut naturellement Et trouver, ouais. être ouvert. Et là, tu te dis, putain, dans une semaine, je dois rebouger. On passe de la mer à la neige, par exemple, au Japon notamment. Il va falloir, tu bosses dans une famille, là, tu sais que tu vas arriver dans un hôtel où tu as un staff de 50 personnes. Enfin, tu vois, c'est tout le temps vraiment des grosses variations d'environnement. Parfois, c'est un peu lourd pour le moral. Donc, je pense que l'adaptabilité, c'est une compétence vraiment Importante, clé ouais. qu'il faut savoir développer. Et naturellement, après, ben, tu fais des ponts avec ton business, quoi. C'est quelque chose qui t'apporte énormément pour toi, ton business. Savoir être adaptable quand t'as un coaché qui perd pas de poids, par exemple, ou ton système il fonctionne pas forcément sur celui-là. Ok, bah attends, on va s'adapter. La communication, la manière dont tu dis les choses avec le client, si tu lui dis oui, mais bon, t'as qu'à te bouger un peu plus le cul, ou tu vois, t'as des manières de le dire. Enfin, évidemment, la remise en question permanente aussi, parce que au Japon notamment, on a fait des missions où nos employeurs étaient durs avec nous. Le Japon, c'est un pays où ils sont intransigeants, surtout sur le travail, où on nous a dit, mais en gros, on nous a fait comprendre qu'on bossait pas assez. Donc, grosse remise en question sur nous-mêmes, tu vois, on se dit, putain, mais pff, on essaie déjà de donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est encore pas assez. Enfin bref, toute une vie rythmée d'expérience. C'est pour ça que dans ma présentation, j'aime dire que je suis un aventurier de la vie, quoi. J'aime la vie, tout simplement. Trop bien. Et, euh, et avant de partir sur tout ce qui est, on va dire, sportif, toi, à titre perso, là aujourd'hui, ton mode de vie, donc le fait que tu sois coach, est-ce que ouais, tu arrives à en vivre tu disais en tout début de podcast, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, bah, j'arrive à en vivre. Disons que ça dépend des mois. Il y a des mois un petit peu plus compliqués que d'autres. Mhm. Mais globalement, ma clientèle tend à se développer, hein, si je compare mon chiffre d'affaires depuis ces 3 dernières années. En gros, j'ai commencé à coacher il y a 3 ans, au Ok, tout début que je suis parti en voyage, et là, mon chiffre d'affaires fait que s'accroître d'année en année, donc c'est que du positif, ouais. ok. Et ça fera le lien tout à l'heure avec, on reparlera aussi l'investissement IMO que tu vas faire avec ton papa. Mais du coup, là, tu t'es structuré comment? Tu as créé une société, tu es en micro, Ouais, ouais, t'es en micro, ouais. ouais, Ok, ouais, ouais. ok. Bon, bah écoute, on en reparlera juste après. Et là, pour partir un petit peu sur le sport, est-ce que tu peux dire un petit peu, bah déjà, t'as déjà dit les grandes lignes, mais tous les sports que tu pratiques en fait au quotidien? Ouais, bah là en ce moment c'est un peu trop. J'aime dire à mes coachés que je suis un très bon coach pour eux, mais pas un bon coach pour moi-même, parce que là j'ai envie de tout faire en même temps et c'est mon problème. Donc là, à l'heure actuelle, je fais de la boxe, de la muscu et les 3 sports du triathlon, donc vélo, natation et course à pied. Donc avec des volumes différents, hein, parce que si je suis à fond partout, ben, je progresse pas. Mais là, l'accent est évidemment porté sur le triathlon, puisque je prépare un half au mois d'août. Vichy, Je non, tu fais fais? à Vichy, ouais. Ouais, ok. Toi aussi? Non, moi je fais. Il est pas. C'est pas un half. Enfin, comme. C'est pas la marque Ironman. Je fais un half aussi, mais en septembre. Moi, ça s'appelle Et- Leblanc. Ok, je connais pas. C'est bon. Il y a pas la marque Ironman, donc forcément, tu sais, c'est un tout petit village. J'ai regardé, c'est en Indre. En gros, j'ai 4 heures de route moi pour y aller. C'est quoi comme Mais distance? c'est les mêmes en fait. C'est les C'est les distances mêmes. half. Donc D'accord. t'as les 1,9 de natation, t'as les 90 de vélo et 21 de course à pied. Ouais.
OK. Et bah, ça, comme tu as pu le voir, putain, c'est un investissement, quoi. Et Énorme. pourquoi je me suis dirigé vers le triathlon? C'est parce que, tu sais, on a ce dans notre imaginaire, on voit un peu l'Ironman comme, l'épreuve ultime, j'ai envie de te dire. Mais dès qu'on se dirige vers ça, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup plus, ultime en termes de distance. Mais bref, c'est un sport sur lequel, je ne reviendrai pas quand j'aurai terminé OK. mon aventure parce que c'est trop d'investissement, tout simplement. Devoir, fournir autant de travail dans tant de disciplines, ça demande vraiment, vraiment du temps et aujourd'hui, je suis à 15 à 20 heures d'entraînement par semaine et je continue la muscu pour la simple et bonne raison que je m'entretiens physiquement. Je veux rester, plutôt musclé et athlétique parce qu'on sait aussi que les sports d'endurance, ça fait maigrir Oui. naturellement. Donc moi, j'ai cette envie de rester quand même musclé et la boxe parce que, bah, c'est mon sport de toujours et c'est ma passion et j'ai là, la boxe, c'est purement de l'entretien, hein. J'ai aucun objectif de performance ou quoi que ce soit. C'est vraiment je cherche uniquement à entretenir mes compétences martiales et puis voilà, j'avais fait du MMA aussi, à une époque et le MMA, ça me fait penser au triathlon dans le sens où c'est de l'investissement dans la lutte, Le le grappling, grappling ou tout, le ouais. jiu-jitsu et le striking et c'est des sports, voilà, à multi-composantes. On pourrait mettre le CrossFit aussi dans cette branche ou l'Aerox. C'est des sports qui demandent un investissement en termes de temps et d'énergie qui est immense et quand on est entrepreneur, ben, faut des couilles, hein, pour se lancer là-dedans parce que on passe déjà beaucoup de temps à développer ses projets, dans mon cas, à faire de la création de contenu, des coachings, à faire du démarchage. Ça demande, on se rend pas compte, mais beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie mentale. Et en plus de ça, on s'impose le fait de faire des séances de fou furieux. Et puis tu vois, tu parlais tout à l'heure d'adaptabilité quand, tu vois, quand tu es dans le business, quand tu es entrepreneur, faut pouvoir s'adapter en fait à un petit peu, bah, à tes clients, à toutes les situations. Et là, je trouve que ça se rejoint aussi parce que du coup, ton sport, on va dire, de prédilection, c'est la boxe, derrière, c'est la muscu. Et là, tu te lances dans quelque chose où faut s'adapter, hein, parce que la piscine, je sais pas toi, mais c'est des grands moments de solitude, surtout au Ah, c'est la démarrage. Donc, tu vois, catastrophe. faut adapter. Eh ben, toutes les croyances que tu as eues sur bah, déjà la respiration et puis sur plein d'autres choses, hein. Le vélo, c'est pareil. Tu as beau faire de la muscu, faire du squat, te dire c'est bon, je suis musclé des jambes. Quand tu attaques le vélo, et même faire de la course à pied. Et en fait, quand tu attaques le vélo, tu te dis putain, mais j'ai encore d'autres muscles dans les jambes, c'est pas possible, j'y arrive pas. Enfin, je trouve Mais c'est c'est ouf. ça qui est beau. En Mm. fait, c'est ça qui est beau et que j'en reviens à ce que je disais au début. J'aime vivre d'aventures et d'expériences et j'arrêterai jamais. C'est l'apprentissage qui me fait vivre. Au-delà du sport, au-delà d'aller dans un pays, au-delà de coacher, c'est l'apprentissage. C'est l'essence même de ce qui nous anime, je pense. C'est le fait d'être tout le temps en train d'apprendre. Pareil, je suis en train de rénover une maison, mais je suis pas très manuel, hein. Je suis un peu bon à rien, hein. Faut dire ce qui est. Mon père, c'est un exemple pour ça. Il sait tout faire. Il sait faire de la plomberie, de la toiture, de l'élec. Il est vraiment très fort. Et je l'observe et j'apprends. Et encore une fois, c'est ça qui me procure du plaisir. C'est le fait d'encore une fois apprendre quelque chose de nouveau. C'est le chemin finalement. Quand j'aurai le produit fini, la maison, bon bah ça me rapportera de l'argent, c'est cool. Mais la route est super appréciable aussi. Et je pense que le triathlon, c'est la même chose si on fait le parallèle. Quand je nage et que j'apprends à nager et que ma maître nageuse me dit bon bah là tu te sers pas assez de tes bras, pas assez de tes jambes, fais plus ci, fais plus ça, et que dans ma tête je conscientise que ok avec mon bras si je vais là, si je pousse vers telle direction, etc. Le fait de conscientiser et de voir que tu progresses, que tu apprends, etc. C'est ça finalement qui te procure du plaisir avant même de finir la course. Alors la course c'est que du plus. C'est vraiment le chemin et voir que t'es comme un couteau suisse quoi. T'as développé une C'est compétence ça. là-dedans, une compétence là-dedans, là-dedans, là-dedans. C'est ça qui me fait kiffer. C'est ça. Et du coup, donc, objectif, alors, donc, Alpha Ironman au mois d'août. Et Ouais. derrière, tu as d'autres objectifs, non? Sportifs ou Euh, même. ouais, bah, j'avais un autre objectif sportif cette année qui était un gros trail, enfin un gros trail pour moi en tout cas. J'avais un 48 Ok. kilomètres au mois de mars. Donc réalisé haut la main, je termine 30e sur 796 participants. Putain, bien. Donc très content de moi, très très content de moi. J'avais fait une grosse prépa trail toute l'année précédente hein, au Japon, énorme, un pays qui est, on le sait pas, mais qui est très vallonné, très Ok. montagneux. J'ai beaucoup couru là-bas et, ouais, et ça a payé. Je termine 30e, sans prétention de sortir une perf en plus, donc tu vois vraiment vraiment content. Après ça, ouais, le Alpha Ironman et enfin au mois de septembre, je fais le GT20. Donc en fait, c'est le Tour de la Corse à vélo.
et ça, je le ferai, avec mon papa justement, donc il y OK, aura aucun objectif de performance, ce sera que du plaisir et partager, un moment de vie avec mon père. trop bien et du coup, Half Ironman en vue d'un Ironman derrière, l'année prochaine ou pas du tout? Je sais pas, OK. je vais voir. Parce que je là, comme ça, je te dirais non, parce que comme je t'ai dit, c'est trop d'investissement ce sport, mais me connaissant et je suis toujours dans cette culture du toujours plus, ça risque de me titiller un peu, ouais. OK. Bah, écoute, trop bien, trop, trop bien et maintenant pour partir sur, on va dire plus partie investissement, donc tu parlais de sécuriser tes des revenus, donc là, tu as acheté une maison, c'est ça, avec ton papa? Ouais, Vous avez acheté tout à fait. ça comment? En SCI, en nom propre? Enfin Non, main propre. OK, en nom propre, donc du coup, indivision 50-50. Ouais, OK, trop bien c'est ça. et ben, justement, petite question par rapport, à la banque. Heu, le fait que tu sois entrepreneur, est-ce que ça a pas posé souci? Comment le dossier a été étudié? Alors moi, je me doute, hein, je suis banquier, mais voilà, est-ce que tu peux l'expliquer rapidement à aux auditeurs? Bah, je vais être clair, hein, Mmh. c'est mon père qui a payé le bien et je Mmh. rembourse mon père, OK. tout simplement. Pour Ah ça, d'accord. il y a aucun contact avec la banque et ça pose pas de problème, il y a pas eu à devoir se justifier ou fournir, Ah trop bien, donc tu en fait, pourquoi on a acheté un tu fait en fait, c'est toi qui as acheté, mais c'est ton papa qui t'a fait le prêt, c'est ça? ouais, c'est ça, Ah tout donc à fait. c'est reconnaissance de dette, enfin, tu passé chez le notaire, C'est machin et cetera? c'est OK. ça, voilà, tout à Ah, fait. trop bien. Ouais, donc du coup, Ouais, tu pas les intérêts que enfin, c'est ça. pas autant d'intérêts parce que tu es quand même obligé d'en mettre un minimum, mais ah! C'est ça, donc j'ai beaucoup de chance, ouais, j'ai beaucoup de chance là-dessus et je suis très reconnaissant, Bah, après de la chance, oui, déjà que ton papa puisse avoir les fonds, mais derrière, toi, tu prends quand même des risques dans le sens où, de toute façon, c'est quand même un prêt que tu fais. Alors certes, c'est un prêt auprès de ton papa, mais voilà, c'est un prêt que tu vas faire. Derrière, il y a quand même des travaux, il y a de l'investissement, il y a, également, bah, heu, recherche de locataires et cetera, donc OK et le projet alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi? C'est une maison, un appartement, combien de Ouais, chambres, c'est une maison avec étage, on est sur vraiment une petite maison, on est un peu en dessous de 50 m². Ouais. Il y a assez peu de travaux, enfin il y a assez peu, on c'est ce qu'on s'était dit au début finalement, faudra peut-être refaire les pas la toiture, mais le merde, les chéneaux. OK. Les chéneaux sont peut-être à refaire, parce que, la maison est hyper humide et on sait pas pourquoi, donc on se demande si ça viendrait pas un peu des chéneaux. Bref, pas tant d'investissement financier que ça en termes de travaux. Donc, c'était, je pense, une opportunité à saisir. On achète ça pas très cher du tout. C'est à Moulins. Ouais. Moulins, donc, qui est une ville où l'immobilier est pas cher non plus et qui tend, je pense, à se développer. En tout cas, je sais que c'est quelque chose que mon frère fait beaucoup. Il aspire à devenir rentier. Donc, il achète et il fait de l'immobilier. Et Moulins semble être un secteur, prospère d'après ses conseils et c'est pour ça que j'ai un petit peu suivi son exemple, quoi. Et là, tu as quoi? Tu as 1 chambre, 2 chambres? 50 m², peut-être 2, non? Une chambre, Une une chambre. chambre? OK et Ouais, les si ça te dérange pas, alors après on n'est pas obligé, mais en termes de chiffres au global, l'achat du bien plus les quelques petits travaux, ça représente combien à peu près? 50. Autour de 50 et derrière, tu sais combien tu vas pouvoir louer ça? Ouais, bah, on hésite encore, est-ce qu'on fait de la location? Est-ce qu'on fait du Airbnb? Ça va dépendre, de si je repars ou pas. Bon, a priori, je vais repartir, c'est sûr. Mmh. Donc ça serait plutôt de la location et la location serait autour de 450 € le mois. OK, ouais, donc ça fait quand même, une belle renta à l'année, ça fait un peu plus de 5 000, un peu plus de 5 000 €, donc un peu plus de 10 de renta. Et Après, en voilà, meublé, non? Tu vas louer ça en meublé, non? Si tu oui. ouais, si tu loues en longue Oui, durée, OK. c'est une question qu'on se pose encore parce que la location, c'est quand même une prise de risque par rapport à du Airbnb qui, je trouve, est quand même moins risqué. Les gens sont peut-être un peu plus respectueux. Enfin, un locataire, il peut être très respectueux, ça dépend sur qui on tombe, hein, évidemment, mais c'est une grande question. Honnêtement, c'est une grande question, OK. Bah, en ce après, moment. ouais, c'est vrai qu'en courte durée, tu as de tout, hein. Moi, pour en faire, pas mal, tu as de tout. Tu as des gens très respectueux, tu as des gens très irrespectueux. Après le tout, c'est quand même de se staffer et d'avoir, tu vois, une équipe, déjà une équipe de ménage, alors u 1 ou 2 personnes, qui peuvent te faire le ménage et puis derrière surtout des personnes de confiance si jamais il y a des tu vois, des petites bricoles, des petits travaux, là je pense notamment, tu vois, j'ai un appart qui est,
on va dire à 1 heure de chez moi en courte durée. Il y a un robinet qui est dévissé, tu sais, je vais pas me taper 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, heu, pour, revisser un robinet. Donc voilà, j'ai quelqu'un, une personne sur place qui, en Ouais, plus des ménages, d'accord. gère, ces petites parties travaux. Donc ouais, c'est même, tu vois, à distance, ça peut se gérer, il faut juste bien se staffer, avoir une belle équipe, Ouais, ouais, bah, complètement et puis moi, je te dis, j'ai la chance d'avoir, de la famille qui est là-dedans, hein, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le risque. Parce que honnêtement, je me suis dit: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça?» quand tu sais que tu vas repartir et tu connais pas mon avenir est un peu incertain. Est-ce que je vais vivre en France ou est-ce que je vais vivre à l'étranger? Je sais pas. J'ai tellement le goût du voyage, je sais pas si c'est quelque chose qui va me rester. Ma copine, elle est pareille que moi, elle adore voyager, donc si ça se trouve, on va partir, on va jamais revenir, tu vois? Donc c'était vraiment une grande question et je pense quand même que c'était un investissement à faire. Parce que voilà, si j'ai un problème, j'ai de la famille qui est là-dedans et puis si je dois revendre, c'est pas grave, je revendrai, je sais que j'aurais fait une plus-value, c'est sûr et certain. ouais. Et puis tu vois, ce qui est bien aussi avec l'investissement immobilier, c'est que, tu as l'amortissement du bien. Donc tu sais, chaque mois, tu rembourses, des échéances. Et en fait, ces échéances, bah, c'est pas toi qui les payes, ça va être ton locataire ou ta courte durée. Et derrière, bah, si tu décides, voilà, que voilà, tu reviens plus vivre en France et que d'ici 4-5 ans, tu dis: «Bon, bah, allez, je vais le revendre», bah, en fait, ton bien, tu auras peut-être emprunté 50, mais derrière, il te restera peut-être que 35 ou 40. Donc tu repars potentiellement avec du cash. Et ça, il y a qu'avec l'immobilier qu'on peut le faire, hein. Il y a qu'avec Ouais, ouais, l'immobilier ouais, qu'on peut le faire. complètement. Et du coup, est-ce que tu investis ailleurs qu'en immobilier? Est-ce que tu investis, je sais pas moi, en bourse ou même dans d'autres sujets, enfin, la crypto, ou pour l'instant Non, immobilier? c'est quelque chose que j'aspire à faire, ouais, mais j'ai pas, l'énergie mentale, pour le moment à m'y intéresser, en fait. Quand je fais quelque chose, j'aime le faire vraiment à fond et je sais que je suis persuadé que ça serait quelque chose de pérenne et de très intéressant, mais voilà, j'ai pas pris le temps de m'y intéresser pour le moment. Ça viendra. Bah, j'ai envie de dire, pour l'instant, tu investis en IMO et tu investis aussi sur toi, donc c'est, heu, c'est déjà pas mal. Ouais, on peut pas tout faire en même temps. Comme je le disais au début, on peut pas être, bon en boxe et bon en triathlon et voilà, c'est pareil pour tous les domaines de la vie. On peut pas être sur tous les fronts. Trop bien. Et j'ai encore une ou 2 petites questions là pour clore le sujet, clore le podcast. Donc voilà, j'ai une audience principalement d'auditeurs, d'investisseurs, d'investisseurs, pardon, et d'entrepreneurs. Tu lis un petit peu ou pas? Ouais. Est-ce que tu aurais des livres à conseiller, bah, plutôt axés, dev perso ou même, entrepreneuriat, voilà, 1, 2 ou 3 livres que tu as en tête qui t'ont marqué, qui t'ont aidé justement dans ton business? Plus la partie, on va Alors dire, entrepreneuriale, la partie chiffres ou mindset? alors malheureusement, rien d'entrepreneurial ni de Mmh. dev perso, mais le livre que je recommande, c'est Breathe de OK. James Nestor, donc Respirer. Ouais. Et là, pour en revenir au sujet de la respiration, c'est très, très intéressant comment il évoque, heu, sa vie de personne normale et comment il a découvert, la respiration. Et qu'est-ce que ça lui a apporté aujourd'hui, en fait, tout simplement et voilà, il en tire tout un tas de bénéfices. Il a essayé une vingtaine de méthodes de respiration différentes, du yoga, je sais plus quoi quel nom ça porte, mais un yoga où on se focalise sur la respiration, à l'apnée, à la cohérence cardiaque, enfin bref, il passe en revue et c'est un roman en plus de ça, donc c'est très bien écrit. Ouais. Ça se lit super bien, c'est vraiment un livre qui est intéressant. D'un point de vue, dev perso, les podcasts, ça a été très formateur pour moi et aussi en termes de livres, bon, j'ai essayé de lire Antifragile de Nicolas Nassim Taleb, OK. qui est un livre super intéressant qui explique en fait que nos comment dire? Que l'économie mondiale est basée sur des modèles alors que notre, notre société, notre évolution s'est toujours faite en fait sur ce qu'on appelle des signes noirs, il dit, c'est dans OK. son livre, c'est en fait des imprévus finalement, hein. Et nous, on se base tout le temps sur des modèles, comment ça va évoluer, alors que voilà, la vie est dictée d'imprévus qu'on ne peut pas prévoir par définition. Et, et donc, bon, c'est un livre qui est super dur à lire. Il fait 600 pages, c'est un espèce de pavé comme ça. Franchement, j'ai pas. Je l'ai lu parce que j'avais beaucoup entendu parler dans le dev perso que c'était Un bon livre, ouais. un bon livre important et qui fait comprendre des principes. Alors j'en ai tiré quelques conclusions. Maintenant, c'est une lecture qui est difficile, hein. C'est pas quelque chose. Quand je lis, j'aime quand même que ce soit du plaisir. OK. Et là, c'était difficile.
Après, j'ai lu aussi The Obstacle is the Way. Je sais plus de qui c'est. Peut-être Robert Greene. Je sais plus. Je connais plus l'auteur, mais en gros, l'obstacle et le chemin. Tout est résumé dans le titre. Ça t'apprend à relativiser sur pas mal de choses et à apprécier la route plutôt que le résultat final dans plein de domaines finalement. Et d'avoir voilà cet esprit positif au travers de toutes les épreuves que tu rencontres. Eh ben, tu vois, un peu dans le même domaine, et ça rejoint un petit peu aussi, je pense, j'ai un livre à te conseiller aussi, tu sais, le voyage, la découverte, tu vois, d'autres cultures. Seper Héros, ça s'appelle. C'est le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. C'est Marine Barnerias. Et en fait, c'est une nana qui apprend, qui fait plein d'activités, qui est tout feu de tout flamme, qui fait plein de sports, etc. Et elle apprend qu'elle a une sclérose en plaques. Oh putain. Et derrière, elle décide, après avoir appris ça, de partir en voyage toute seule. Tu sais, à l'époque, elle avait un copain et elle décide de partir toute seule, en fait, justement pour apprendre à vivre avec cette maladie, apprendre à découvrir d'autres cultures, apprendre à s'ouvrir à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la Nouvelle-Zélande, elle a fait... alors, c'est pas le Népal, j'ai mangé... non, elle a fait la Mongolie. Et puis là, elle termine par un autre pays. Et tu vois, j'ai pas encore fini le bouquin. Et en vrai, si tu veux le lire, il est vraiment top. Tu vois, Ouais, ça bon, t'ouvre l'esprit. ok. Et tu sais, des fois où on est un peu dans une culture où on peut avoir tendance à se plaindre, tu vois, à se morfondre et tout. Là, tu te dis, putain, toi, en fait, tu te plains de quoi? Ouais, Et ouais, derrière, ouais. enfin, j'ai déjà eu moi dans mes connaissances, enfin même dans mes clients, des personnes atteintes de cette maladie. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, en fonction du degré auquel tu t'es touché par cette maladie, ça peut être plus ou moins grave. Et en fait, voilà, on a énormément de chance d'être en vie, de pouvoir faire ce qu'on veut, de courir après les objectifs comme par exemple le triathlon ou même d'autres choses comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, Donc, bah, tu me renverras le titre en ouais, off parce que c'est vrai que ça me botte bien là. Le petit pitch que tu m'as fait, ça m'intéresse. avec plaisir. Et puis, bah, j'ai une dernière question dans le podcast. Et ça, tu vois, j'adore cette question. J'aimerais que tu nous dises, pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Ta vision, en fait. Ah. Le J'ai souvent blanc. la même tête. Alors, pour ceux qui écoutent juste sur les plateformes de podcast et pas en vidéo, à titre d'info, la tête qu'il a fait, c'est la tête que pas mal de personnes font quand je leur pose. Bon, bah, ouais, je dirais déjà être heureux, naturellement. Mhm. Et ensuite, peut-être de la transmission de valeur, apporter du positif, euh, avoir une aura rayonnante au travers de ton existence, c'est-à-dire que les gens avec qui tu vas être en contact, leur apporter quelque chose, leur apporter du positif. Et c'est ce que je t'expliquais aussi un petit peu au début avec ma frustration du début, que j'ai l'impression que les gens me sont redevables, etc. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on vit dans une société où tu te dois d'avoir un impact positif. Je veux dire, Mhm. tu te dois d'apporter quelque chose, c'est ton rôle si t'as la chance d'être en vie, si t'as la chance d'être sur Terre, je pense que tu t'es là pour une bonne raison, t'as un petit peu une mission et peut-être voilà transmettre des valeurs, apporter du positif, inspirer. Euh, ça doit être pour moi ça le but d'une vie finale. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas pour ton partage, Léo. Avec plaisir. Merci encore pour cette interview et ce podcast. C'était très, très enrichissant.